J'ai découvert la vérité un jeudi soir, à la fin du mois d'octobre, debout dans ma propre cuisine, portant encore le blazer que j'avais sur le dos depuis 7 heures ce matin-là. Je n'étais pas en train de fouiner. Je n'étais pas méfiante. Ou du moins, je m'étais entraîné à ne pas l'être, ce qui n'est pas du tout là. Même chose. Je cherchais le dossier d'assurance parce que le chauffe-eau avait commencé à faire un bruit d'animal agonisant, et j'avais besoin du numéro de garantie. C'est tout. Je cherchais une garantie et, au lieu de cela, j'ai trouvé une photographie glissée dans une enveloppe Kraft au fond du classeur. Une photographie de mon mari, Derek, et de sa mère, Patricia, debout devant une maison que je n'avais jamais vue de ma vie. Une maison avec une porte rouge, un porche avec des colonnes blanches, un panneau, vendu, planté dans le jardin. Comme un drapeau, et au dos, de la main de Patricia. L'écriture de Patricia. Que je reconnaissais entre mille parce qu'elle l'avait apposée sur des cartes d'anniversaire, des listes de courses et des invitations de vacances au cours des 9 dernières années, elle avait écrit « Ne t'inquiète pas, elle ne cherchera jamais ici. Je m'appelle Claire Harmon. » J'avais 42 ans la nuit où j'ai trouvé cette photographie. J'étais marié à Derek Harmon depuis 9 ans et 3 mois. Et j'avais tout donné à ce mariage. Chaque nuit blanche, chaque compromis, chaque opportunité professionnelle que j'avais déclinée parce qu'elle aurait exigé trop de voyages, trop d'ambition personnelle, trop de moi existant d'une manière qui mettait Derek mal à l'aise. J'avais donné à cet homme mes économies, la décennie de mes 30 ans et, pendant un temps, ma capacité à faire confiance à mes propres instincts. Debout dans cette cuisine, cette photographie à la main, j'ai senti quelque chose se clarifier en moi. Pas se briser, pas s'effondrer, pas craquer, se clarifier. Comme une eau trouble depuis des années qui deviendrait soudainement immobile et transparente. Je pouvais voir jusqu'au fond. J'ai posé la photo sur le comptoir. Je l'ai prise en photo avec mon téléphone. Puis je l'ai remise exactement là où je l'avais trouvée, pliée précisément de la même façon, à l'intérieur de l'enveloppe qui n'aurait dû contenir rien d'autre qu'une garantie de chauffe-eau. J'ai refermé le classeur. Je suis allé au salon. Je me suis assise sur le canapé que Derek et moi avions choisi ensemble. Dans un magasin de meubles à Buckhead, Atlanta, un samedi après-midi il y a 3 ans, quand tout semblait encore aller bien. Et je suis restée assise là, dans le silence de ma propre maison. Notre maison. 130 mètres carrés dans le quartier de Decatur, la maison que nous avions achetée il y a 8 mois, la maison pour laquelle Patricia s'était levée lors d'un dîner en annonçant qu'elle préparait déjà ses cartons pour s'y installer. Et je me suis posé une question très précise, depuis combien de temps cela dure-t-il? Parce que voici ce que je veux que vous compreniez à propos de ce moment, la photographie n'était pas une surprise. C'était une confirmation. Toute femme qui s'est déjà retrouvée dans une telle situation connaît la différence. Une surprise vous coupe les jambes. Une confirmation ne fait que donner un nom au poids que vous portez depuis des mois sans pouvoir l'expliquer à qui que ce soit, y compris à vous-même. Je portais ce poids depuis avant l'achat de cette maison. Depuis avant le dîner où Patricia avait fait son annonce. Depuis un mardi soir, 18 mois plus tôt. Quand Derek était rentré avec 40 minutes de retard d'un événement professionnel. M'avait embrassé sur la joue et sentait la maison de Patricia. Ce mélange spécifique de cèdre, d'assouplissant et de quelque chose de floral que je n'ai jamais pu nommer, malgré le fait qu'il soit censé venir directement d'un dîner entre collègues amis Down. J'ai remarqué. Je n'ai rien dit parce que Derek avait une façon de me faire sentir que remarquer les choses était un trait de caractère défaillant. Comment une femme en arrive-t-elle là? Comment une personne diplômée major de sa promotion à l'Université d'État de Géorgie, qui a bâti une carrière de 12 ans en tant qu'analyste financière, qui sait lire un bilan comptable comme la plupart des gens lisent un menu, comment finit-elle debout dans sa cuisine avec
La preuve photographique que son mari et sa mère ont mené une transaction immobilière à son insu? Je vais vous dire comment. Pas en un seul moment dramatique, mais lentement. 2. La même manière que l'eau érode la pierre, pas avec violence, mais avec patience, répétition et la certitude absolue qu'elle finira par passer. J'ai grandi à Marietta, en Géorgie, la plus jeune de 3 enfants. Ma mère était bibliothécaire scolaire. Mon père dirigeait un petit cabinet d'expertise comptable. J'ai appris les chiffres avant d'apprendre les prénoms de tous mes cousins. Et cette compétence m'a suivi dans chaque chapitre de ma vie. J'étais précise. J'étais méthodique. Je remarquais les schémas. Et quand j'ai rencontré Derek Harmon lors du dîner d'anniversaire d'un ami au cours de l'été de mes 33 ans, j'ai remarqué un schéma en lui aussi. Charmant, attentif, le genre d'homme qui remplit une pièce sans l'encombrer, qui rit à ses propres blagues, mais aussi aux vôtres, qui vous fait sentir, dans les premières semaines et les premiers mois, que vous êtes la personne la plus intéressante de tout l'espace que vous occupez tous les deux. Derek avait 40 ans à l'époque. C'était un promoteur immobilier jouissant d'une bonne réputation dans la zone métropolitaine d'Atlanta. Un homme que ses amis décrivaient comme solide et ses clients comme digne de confiance. Sa mère le décrivait comme son monde entier. J'aurais dû entendre cela différemment. Patricia Harmon avait 64 ans quand Derek et moi nous sommes rencontrés. C'était une femme d'une présence considérable. Petite, précise, impeccablement vêtue, avec une façon de vous regarder qui vous faisait vous sentir à la fois vu et évalué. Derek était son fils unique. Son père était mort quand Derek avait 19 ans et Patricia avait, selon ses dires, tout maintenu à bout de bras par elle-même. J'ai respecté cela au début. Je comprenais le lien qui les unissait. Je n'ai pas compris, au début, que ce lien n'était pas un lien du tout, mais un système. Un système dans lequel Derek était le fils, Patricia était l'atmosphère, et j'étais un corps étranger qui était entré dans le système et qui allait passer les 9 prochaines années à en être lentement expulsé. Derek m'a demandé en mariage après 11 mois de relation, un samedi soir, dans un restaurant italien de Virginia Island. La bague était magnifique. J'ai dit oui. J'avais 34 ans, j'étais amoureuse et je croyais que ce que je voyais était la réalité. Nous nous sommes mariés en avril, une petite cérémonie dans un jardin botanique à Piedmont Park avec 70 invités. Patricia a pleuré pendant presque toute la cérémonie et j'ai cru que ses larmes étaient de la joie. La première année a été bonne, ou du moins elle en avait l'air, ce qui est presque la même chose jusqu'à ce que ce ne le soit plus. Derek voyageait pour le travail. Il voyageait toujours pour le travail, et je voyageais moins que je ne l'aurais souhaité pour le mien parce que Derek préférait que je sois à la maison, et durant la première année, je voulais encore lui donner ce qu'il préférait. Patricia venait dîner les dimanches soirs. Elle s'asseyait en bout de table sans y avoir été invitée. Elle faisait des suggestions sur l'appartement, la disposition des meubles, le quartier que nous devrions envisager quand nous serions prêts à acheter, le genre de cuisine que je devrais vouloir. Et quand je la redirigeais gentiment, prudemment, poliment, elle regardait Derek d'une manière qui ne nécessitait aucun mot, et Derek changeait de sujet. Dès la deuxième année, j'ai remarqué que Derek passait des appels téléphoniques à Patricia qu'il prenait dans une autre pièce. J'ai remarqué que des voyages qu'il prétendait professionnels incluaient parfois des villes que Patricia avait mentionné vouloir visiter. J'ai remarqué que lorsque Patricia avait une opinion sur notre relation à la fréquence de nos visites, si nous étions prêts à avoir des enfants, ou nous devrions acheter et Derek absorbait cette opinion et me la présentait quelques jours plus tard comme la sienne, légèrement reformulée, mais identique sur le fond. Je lui ai dit une fois, au cours de notre deuxième année, j'ai l'impression que ta mère a un droit de vote dans notre mariage. Il m'a regardé avec une expression qui tenait soit de la blessure, soit de la comédie, et a dit
c'est ma mère, Claire. Est-ce que c'est un problème? Et je me suis entendu répondre non, parce que je n'étais pas encore prête à comprendre que non n'était pas la réponse honnête, c'était juste la réponse prudente. À la 3e année, le gaslighting était devenu structurel. Je n'utilise pas ce mot à la légère. Je suis analyste financière, je travaille avec précision. Et je le pense précisément. Le gaslighting, c'est quand quelqu'un crée systématiquement un doute sur votre perception de la réalité jusqu'à ce que votre perception ne puisse plus être crue sans son approbation. Derek était devenu un expert en la matière. Quand je remarquais quelque chose, il l'expliquait par autre chose. Quand je soulevais une inquiétude, il la recadrait. Comme de l'anxiété. Quand je m'opposais, il me rappelait une petite erreur de jugement ou de mémoire que j'avais commise par le passé, comme preuve que je n'étais pas toujours fiable. Il le faisait calmement, sans élever la voix, avec la patience de quelqu'un qui a tout le temps du monde parce qu'il sait déjà comment l'histoire se termine. Patricia, entre-temps, s'était rendue indispensable. Elle connaissait l'emploi du temps de Derek mieux que moi. Elle savait quand il voyageait, où il logeait, qui il rencontrait. Elle offrait ces informations non pas pour aider, mais comme une démonstration, une preuve silencieuse et continue qu'elle occupait dans sa vie une place que je n'avais pas. Quand Derek et moi avions un désaccord, même mineur, le genre que tous les couples ont, Patricia semblait être au courant dans les 48 heures. Je pouvais le voir sur son visage la fois suivante où je la voyais, une qualité d'attention particulière, comme quelqu'un qui observe une partie d'échecs dont il a déjà planifié la fin. J'en ai parlé à Derek. J'ai dit, j'ai l'impression que ta mère sait des choses sur notre vie privée que tu partages avec elle. Il a répondu, c'est ma famille, Claire. Je n'ai pas de secret pour ma famille. Et ce que j'ai entendu dans cette phrase, bien qu'il me faille des années pour le nommer, c'est que le mot « famille » ne m'incluait pas. À notre 5e année, je m'étais effacé. Je le reconnais aujourd'hui avec une clarté qui ne m'était pas accessible alors que cela se produisait. J'avais cessé de suggérer que nous passions les vacances avec ma famille quand je savais que Derek préférait les passer avec Patricia. J'avais cessé d'inviter mes propres amis à la maison parce que Derek trouvait le bruit perturbant et Patricia les trouvait inappropriés, son mot, prononcé une fois à propos d'eux. Mon amie d'université Kesha, qui est avocate et l'une des personnes les plus élégantes que j'ai jamais connues. J'avais arrêté d'accepter des projets au travail qui auraient fait progresser ma carrière parce qu'ils auraient exigé que je sois visible d'une manière qui rendait Derek inconfortable. Je rétrécissais. Pas de façon spectaculaire. Pas de manière évidente pour quelqu'un qui regarderait de l'extérieur. Juste un peu à la fois. De la même façon qu'on ne remarque pas que l'eau monte jusqu'à ce qu'on réalise qu'on nage sur place. Depuis des mois. Et pendant tout ce temps, Patricia observait, et Derek traversait notre vie avec l'assurance tranquille d'un homme qui n'a jamais eu à assumer les conséquences de ses propres actes. Puis nous avons acheté la maison. Nous cherchions depuis 3 ans, un processus que Derek gérait principalement, me montrant des propriétés qu'il avait présélectionnées, dirigeant les conversations avec l'agent immobilier, me présentant des décisions déjà prises pour la plupart et me demandant mon accord. Plutôt que mon avis. J'étais une analyste financière avec 12 ans d'expérience et une compréhension approfondie de l'évaluation immobilière. Et mon rôle dans l'achat de notre foyer conjugal consistait essentiellement à signer là où on me l'indiquait. J'ai protesté plus d'une fois. Derek écoutait, acceptait d'être plus collaboratif, puis continuait exactement comme avant. Il n'était pas véhément, il ne criait jamais. Il avançait simplement comme si un accord avait été conclu, qu'il le soit ou non. Nous avons signé pour la maison de Decatur en février. 130 mètres carrés, 3 chambres, une cuisine que j'aimais sincèrement, et un jardin avec un érable du Japon qui prenait des couleurs extraordinaires à l'automne.
Le prix d'achat était de 622 000 $. Nous avions versé un acompte de 124 000 $, qui devait être prélevé sur notre compte d'épargne joint. J'ai vu le virement partir. J'ai vu la confirmation. Ce que je n'ai pas fait et je porterai cet oubli particulier pour le reste de ma vie professionnelle comme une leçon payée au prix fort. C'est vérifier ligne par ligne que les fonds provenaient bien de là où ils devaient provenir. J'avais confiance en Derek, et Derek gérait nos finances avec un niveau d'autonomie que j'avais laissé s'accumuler au fil de 9 années de petites concessions et de confiance confortable. Le dîner de célébration a eu lieu la 2e semaine de mars. Une idée de Derek, dans un bon restaurant à Inman Park. 8 personnes, du bon vin, une annonce qui me semblait plus être une performance qu'une célébration. Mes parents, ma sœur Renata et son mari, 2 amis communs de Derek et moi, et Patricia. Patricia, qui est arrivée vêtue d'un blazer crème et qui, lorsque Derek a levé son verre en disant « Nous sommes officiellement propriétaires », a ri de son rire précis et privé, sans rien dire à voix haute. Puis, 20 minutes plus tard, alors que les plats arrivaient, elle m'a regardé de l'autre côté de la table, les mains croisées, et a dit « J'ai déjà commencé à faire mes cartons. Je suis tellement excité d'être enfin à nouveau proche de Derek. » La table est devenue silencieuse, de ce silence qui s'installe quand tout le monde a entendu quelque chose, mais que personne ne veut être le premier à réagir. J'ai entendu ma sœur reprendre son souffle. J'ai entendu Derek poser sa fourchette et j'ai senti la pièce vaciller. J'avais 42 ans. J'étais dans cette maison depuis 8 mois quand j'ai trouvé la photographie. Le dîner avait eu lieu 8 mois avant ce moment dans la cuisine. Et lors de ce dîner, dans le silence qui a suivi l'annonce de Patricia, je me suis levé. J'ai ajusté ma veste. J'ai regardé Patricia et j'ai regardé Derek. Et j'ai souri. Pas le sourire d'une femme qui gère sa colère, mais le sourire d'une femme qui vient de comprendre quelque chose qu'elle avait besoin de comprendre. Et j'ai dit, Patricia, j'adore le fait que tu sois ravie d'être proche de Derek. Notre maison a 2 chambres d'amis. Tu es toujours là. Bienvenue pour nous rendre visite, mais cette maison appartient à Derek et à moi, et nous prenons nos décisions de vie ensemble. Ne t'inquiète pas pour tes cartons tout de suite. Le sourire qui a quitté le visage de Patricia à ce moment-là n'était pas poli. Ce qui l'a remplacé était quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle, pas de l'irritation, pas de l'embarras, mais une sorte de recalibrage. Comme un joueur d'échecs qui a déplacé une pièce et s'aperçoit que l'échiquier n'est pas ce à quoi il s'attendait. Elle s'est reprise rapidement. Elle a ri et a dit « Bien sûr, bien sûr. Je plaisantais seulement. » Derek n'a rien dit. Plus tard, dans la voiture, il a dit que j'avais été impoli. J'ai répondu que j'avais été clair. Et pour le reste du trajet, aucun de nous n'a parlé. Ce que je ne savais pas encore, le soir de ce dîner, c'était que Patricia ne plaisantait pas. Et ce que je ne savais pas, c'était que le plan de Patricia, le plan de Derek, le plan qu'ils construisaient ensemble dans mon dos, avec l'assurance de gens certains de ne jamais être pris, était déjà bien plus avancé que je n'aurais pu l'imaginer en me tenant là, avec mon verre de vin, ma bonne posture et ma conviction qu'il suffirait de fixer une limite. Je veux vous parler des mois qui ont suivi parce qu'ils comptent. Ils sont le compte-rendu de ce que j'ai remarqué, de ce que j'ai enduré et de ce que je faisais discrètement pour y remédier, tout cela en même temps. Derek est devenu plus froid après le dîner. Pas de façon spectaculaire, Derek ne faisait jamais rien de spectaculaire, mais de toutes ces petites manières accumulées qui font qu'une maison ressemble à une salle d'attente. Il travaillait plus tard. Il prenait ses appels téléphoniques dans le jardin. Quand je l'interrogeais sur sa journée, il répondait par des phrases brèves et définitives, comme quelqu'un qui a décidé de n'offrir que le strict minimum. Notre chambre est devenue un endroit
Où deux personnes dormaient dans le même lit mais vivaient dans des atmosphères totalement séparées. Patricia est venue 2 fois à la maison pendant ces mois-là. Les 2 fois sur invitation de Derek. Les 2 fois avec une attitude de propriétaire que je trouvais impossible à ignorer. Sa façon de traverser les pièces comme si elle les évaluait. Sa façon de faire des commentaires sur le rangement, la disposition et la lumière avec l'autorité décontractée de quelqu'un qui s'attend à ce que son opinion compte, tôt ou tard. La 2e fois qu'elle est venue, elle était dans notre chambre quand je suis monté après le dîner. Elle se tenait dans l'embrasure de notre dressing. Elle m'a regardé quand je suis apparu, a souri et a dit « Je regarde juste l'espace ». Et j'ai souri en retour et j'ai dit « C'est un petit placard ». Patricia. Je ne pense pas qu'il puisse contenir les affaires de 2 personnes. Elle a ri et j'ai classé l'incident. J'avais commencé à classer les choses dès lors. Pas métaphoriquement, mais littéralement. Un fichier de notes sur mon téléphone avec des dates, des heures, des observations, un 2e compte email que Derek ne connaissait pas, auquel j'accédais uniquement depuis mon ordinateur de travail ou mon téléphone en données cellulaires. Des photographies de tout ce qui semblait déplacé. Je ne savais pas encore vers quoi je tendais, mais je construisais. En juin, j'ai remarqué une anomalie dans notre compte chèque joint. Pas énorme, $800 versés à un fournisseur que je ne reconnaissais pas, indiqué comme frais d'entretien. J'ai interrogé Derek à ce sujet nonchalamment. Pendant le dîner. Il a dit que c'était un acompte pour le jardinage. Nous n'avons pas de contrat de jardinage, ai-je dit. Il a répondu qu'il en envisageait un. J'ai acquiescé et n'ai rien dit de plus. Cette nuit-là, j'ai pris en photo le relevé bancaire et je l'ai ajouté à mon dossier. En juillet, j'ai trouvé une 2e anomalie. $1100 versés à une société nommée Ridge Property Management LLC qui, lorsque j'ai vérifié au registre des entreprises de Géorgie, avait été enregistrée 4 mois plus tôt à une adresse qui n'était pas la nôtre, et avec un agent officiel qui n'était pas Derek. C'était le nom de Patricia. J'ai aussi photographié cela. J'ai fouillé les archives publiques pendant 2 heures cette nuit-là et je n'ai rien trouvé d'autre pour l'instant, mais j'en avais trouvé assez pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé. C'était une infrastructure. Je veux que vous compreniez ce que je ressentais pendant cette période, car je sais comment cela sonne vu de l'extérieur. Méthodique, froid, presque clinique. Et c'était tout cela à la fois. Mais sous la méthodologie se cachait une fureur que je n'avais jamais ressentie auparavant et que j'espère, d'une certaine manière, ne plus jamais ressentir. Pas la fureur brûlante du moment de la découverte, mais la fureur froide de quelqu'un qui réalise depuis combien de temps il est traité comme une variable à gérer plutôt que comme une personne à respecter. Chaque entrée dans ce fichier de notes n'était pas seulement une preuve. C'était le compte-rendu d'un temps que je ne pourrais jamais récupérer. D'une version de moi-même que l'on avait lentement dépossédée de ses propres perceptions, d'une femme qui avait donné le meilleur d'elle-même à ce mariage et qui avait été payée par des mensonges si petits et si continus qu'ils en étaient presque invisibles. J'étais furieuse et j'organisais ma fureur comme une série de dossiers dans un classeur très propre. En septembre, 6 semaines avant de trouver la photographie, j'ai contacté mon ami Keisha. Keisha, que Derek avait un jour décrite comme « trop envahissante ». Ce qui, je le comprenais maintenant, était sa façon de décrire les femmes qui ne se laissaient pas facilement manipuler. Je l'ai appelée un mardi après-midi. Depuis le parking de mon bureau, moteur éteint, assise dans ma voiture parce que je devais être certaine que personne ne puisse m'entendre. Je lui ai dit que je pensais que mon mari déplaçait des biens matrimoniaux à mon insu, et que je pensais que sa mère était impliquée. Keisha est restée silencieuse pendant exactement 4 secondes. Puis elle a dit. Je vais te donner le nom d'une avocate spécialisée dans les divorces et d'un comptable forensique. Es-tu dans un endroit où tu peux noter des informations? Ce fut le début du réseau.
La recommandation de Keisha était une avocate nommée Sandra Park, associée dans un cabinet de Sandy Springs qui avait, selon Keisha, représenté plus de femmes dans des affaires de fraude financière lors de divorce que n'importe qui d'autre dans la région d'Atlanta. J'ai appelé le bureau de Sandra le lendemain matin. J'ai donné à son assistante mon numéro et mon email professionnel, et j'ai décrit en termes généraux ce que j'avais trouvé jusque-là. L'assistante de Sandra a dit qu'elle me rappellerait sous 2 jours. Elle m'a appelé dès le lendemain matin. Sandra avait 49 ans, elle était précise, avec une manière d'être qui me rappelait celle d'un très bon chirurgien. Assez chaleureuse pour qu'on lui fasse confiance, assez concentrée pour que l'on sache que la chaleur n'était pas l'essentiel. J'ai tout décrit. Le fournisseur d'entretien, la société Ridge Property Management LLC, les écarts, la photographie que je n'avais pas encore trouvée, mais que je trouverai 4 semaines plus tard. Sandra a écouté sans interrompre. Puis elle a dit, avant de faire quoi que ce soit d'autre, je veux que vous commenciez à rassembler tout ce que vous avez dans un lieu unique et sécurisé. Je veux des copies de tout. Des relevés bancaires remontant à 3 ans, les registres fonciers, les documents d'enregistrement d'entreprise, tout ce qui comporte un montant ou une date. Pouvez-vous faire cela sans l'alerter? J'ai répondu, oui. Elle a dit, bien. Et elle m'a donné le nom du comptable forensique. Son nom était Marcus Webb. Marcus avait 53 ans, c'était un ancien enquêteur de l'IRS qui avait passé les 15 dernières années dans le privé, à traquer l'argent que les gens essayaient désespérément de cacher. Il avait tout vu. C'était la personne la moins alarmiste que j'ai jamais rencontrée, ce qui, dans ces circonstances, était extrêmement rassurant. Quand je lui ai apporté mes premiers documents, organisés dans un classeur avec un code couleur, ce que Sandra lui a dit plus tard être le dossier de première rencontre le mieux préparé qu'elle ait jamais vu, il l'est. A parcouru en silence pendant 20 minutes, puis a levé les yeux et a dit, il y en a plus. Il y en a toujours plus. Nous allons trouver. Et il avait raison. Ce que Marcus a découvert au cours des 3 mois suivants. En travaillant à partir des relevés financiers que je récupérais avec soin, des copies que je faisais quand Derek voyageait, des documents auxquels j'accédais par nos comptes joints et par les recherches dans les archives publiques. C'était le portrait d'une tromperie financière qui durait sous une forme ou une autre depuis au moins 4 ans. La société Ridge Property Management LLC n'était pas le début de l'histoire. C'était juste la partie enregistrée au nom de Patricia. Le début, c'était un compte professionnel que Derek avait ouvert sous son entreprise de promotion immobilière, Harmon Property LLC, son entreprise légitime, sur lequel il avait acheminé des dépenses qui, pour l'œil d'un comptable forensique, étaient clairement de nature personnelle. Il y avait eu, sur 4 ans, environ 73 000 $ de transferts inexpliqués depuis notre compte joint vers ce compte professionnel. De l'argent décrit comme des coûts de projet, des honoraires d'entrepreneurs, des frais de développement. Une partie l'était peut-être. Mais Marcus a identifié au moins 41 000 $ dont il était quasiment certain qu'il ne l'était pas. Ces 41 000 $ avaient, par tranches successives au fil des trimestres, trouvé leur chemin vers Ridge Property Management LLC. Et Ridge Property Management LLC avait, au cours des 8 mois précédents, versé un acompte sur une propriété. Une propriété à Stone Mountain, en Géorgie, avec une porte rouge et des colonnes de Porsche blanche. Une maison de 3 chambres achetée pour 38 000 $. Achetée avec des fonds qui incluaient, selon l'analyse de Marcus, au plus moins 92 000 $. De biens matrimoniaux. De l'argent provenant de notre épargne commune, de l'argent de compte que Derek avait déplacé sans mon consentement ni ma connaissance. Le nom de Patricia Harmon figurait sur l'acte de vente en tant que co-acquéreur. Mon nom ne figurait nulle part. J'ai trouvé la photographie un jeudi d'octobre. Le vendredi matin, j'ai appelé Sandra et je lui ai dit ce que j'avais
Elle a dit, c'est suffisant. Nous sommes prêts à agir, mais je veux que vous m'écoutiez d'abord. J'ai écouté. Sandra m'a expliqué qu'en Géorgie, les biens matrimoniaux transférés frauduleusement sont soumis à une répartition équitable avec des recours accrus si la fraude peut être démontrée. Elle m'a dit que la propriété cachée, les fonds détournés, la manipulation des comptes professionnels, tout cela constituait à la fois des motifs de divorce et une base pour des poursuites civiles. Elle m'a dit que l'implication de Patricia dans un stratagème visant à dissimuler des biens matrimoniaux pourrait l'exposer à une responsabilité personnelle. Elle m'a conseillé de faire 3 choses avant de déposer la demande: transférer mes économies personnelles sur un compte individuel, faire des copies de chaque document financier restant dans la maison, et ne rien dire. Ni à Derek, ni à personne qui pourrait le lui répéter. J'ai fait les 3 pendant ce week-end. Le samedi matin, pendant que Derek était à un match de tennis avec un collègue, j'ai transféré mes économies personnelles, 47 000 $ que j'avais gardés sur un compte d'épargne propre depuis avant notre mariage et que je n'avais jamais mélangé à nos fonds communs, vers un nouveau compte dans une autre banque. Le samedi après-midi, j'ai photographié chaque document restant dans le classeur. Le dimanche, j'ai appelé ma sœur Renata et je lui ai dit que j'avais besoin de lui confier quelque chose en privé. Renata n'avait jamais aimé Derek. Elle était restée polie pendant 9 ans. Quand j'ai fini de lui raconter ce que j'avais trouvé, elle a pleuré. Pas de la manière dont on pleure quand on est surpris, mais de la manière dont on pleure quand une peur que l'on gérait depuis longtemps reçoit enfin la permission d'être réelle. Le mardi suivant, Sandra a déposé la demande de divorce. Les motifs cités incluaient la fraude financière, la dissimulation de biens matrimoniaux et le manquement aux devoirs fiduciaires au sein du mariage. La demande était accompagnée d'une motion pour la préservation d'urgence des actifs. Une demande légale de gel de tous les comptes ou propriétés pouvant être identifiés comme d'origine matrimoniale en attendant la procédure de divorce. L'analyse préliminaire de Marcus était jointe comme document de soutien. La motion a été accordée sous 48 heures par un juge du comté de Fulton. Derek est rentré ce mardi soir-là pour trouver les papiers du divorce sur le comptoir de la cuisine. Je n'étais pas là. J'étais chez Keisha, où j'avais déménagé une seule valise contenant mes affaires essentielles l'après-midi précédent. Derek a appelé mon téléphone 4 fois entre 18 et 19 heures ce soir-là. Je n'ai pas répondu. À 19h15, il a envoyé un SMS, « Claire, je ne sais pas ce que tu penses avoir trouvé, mais tu commets une erreur très grave. » Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Je l'ai transféré à Sandra, qui l'a versé au dossier. Patricia m'a appelé à 19h45. J'ai laissé sonner. Son message disait, « Ma chérie, je pense qu'il y a eu une sorte de malentendu. J'aimerais beaucoup te parler de femme à femme. Peux-tu m'appeler ?» Sa voix avait cette qualité particulière que j'avais entendue lors du dîner de célébration. Le soir où je lui avais dit clairement que notre maison appartenait à Derek et à moi. La qualité d'un recalibrage en temps réel. Une personne qui était certaine du paysage et qui sent soudainement le sol se dérober. J'ai écouté le message une fois. Je ne l'ai pas sauvegardé. J'ai appelé Sandra et je lui en ai décrit le contenu. Le jeudi de cette semaine-là, Sandra et moi avons rencontré Derek et son avocat. Un homme nommé Greg Fawcett, que j'avais toujours considéré comme le partenaire de golf de Derek qui se trouvait avoir un diplôme de droit, au bureau de Sandra. À Sandy Springs. Derek est arrivé avec son allure habituelle, contenu, présentable, un homme de raison apparente. Il s'est assis en face de moi à la table de conférence et m'a regardé avec un air censé communiquer sa déception. Je l'ai regardé en retour sans aucune expression sur le visage. Sandra a ouvert la réunion en posant le rapport de Marcus sur la table, 43 pages, avec des onglets,
et un résumé en couverture listant les conclusions clés. Avec montant et date. Elle en a placé un exemplaire devant Derek et un devant Greg. Elle leur a laissé 4 minutes pour lire le résumé. Puis elle a dit. Ma cliente demande le partage équitable de tous les biens matrimoniaux, y compris la propriété du 412 Redwood Circle à Stone Mountain, les fonds acheminés via Harmon Property LLC au cours des 4 dernières années, et une compensation pour la fraude documentée contre le patrimoine conjugal. Elle a cité le montant total, $326 000 de fonds manifestement matrimoniaux, soit détournés, dissimulés ou détournés de leur usage. Derek a dit que ce n'était pas ce que cela semblait être. Sandra a répondu. Nous avons 4 ans de relevés bancaires, 2 documents d'enregistrement d'entreprise, un acte de propriété et une analyse par un ancien enquêteur de l'IRS. À quoi voudriez-vous que cela ressemble? Greg a dit qu'il aurait besoin de temps pour examiner la documentation. Sandra a répondu qu'elle s'y attendait et que l'ordonnance de préservation d'urgence des actifs était déjà en place, ce qui signifiait que Derek pouvait examiner la documentation pendant que les comptes restaient gelés. Greg a posé des questions sur l'implication de la mère. Sandra a déclaré que Patricia Harmon avait co-acheté une propriété avec des fonds incluant au moins $92 000 de biens matrimoniaux et qu'une action civile contre elle était en cours d'évaluation. Derek est resté silencieux pour le reste de la réunion. Pas le silence d'un homme qui réfléchit, mais le silence d'un homme qui réalise tout ce que quelqu'un savait et depuis combien de temps elle le savait sans le laisser paraître sur son visage. À un moment donné, il m'a regardé directement et a dit très doucement, « Quand l'as-tu découvert ?» Je l'ai regardé un instant. Puis j'ai dit, « Est-ce que cela a de l'importance ?» Parce que je l'ai découvert. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. C'était ma limite. Pas crier, pas émotive, juste exact. Je me suis levé quand Sandra a indiqué que la réunion était terminée. J'ai pris mon sac. J'ai marché jusqu'à la porte de la salle de conférence et je ne me suis pas retourné. Dehors, l'air de novembre était vif et pur, et je suis resté sur le trottoir un moment. Juste là, à respirer. Et puis Kesha, qui m'avait conduite là et attendait près de sa voiture, a regardé mon visage et a dit, « Comment ça s'est passé ?» Et j'ai dit, « Ça s'est passé exactement comme prévu. » C'est alors que les murs ont commencé à s'effondrer. Les semaines suivantes ne furent pas calmes. La première stratégie de Derek fut le contrôle du récit. Il a contacté des amis communs avant que son avocat ne puisse lui conseiller de ne pas le faire, et il leur a raconté une version des faits selon laquelle j'étais devenue un peu folle, parce que sa mère voulait se rapprocher de la famille. 2 de ses amis m'ont appelé. L'une d'elles, une femme nommée Dana, qui avait toujours été plus l'amie de Derek que la mienne, a appelé pour me demander si j'allais bien, sur le ton prudent de quelqu'un qui a déjà décidé quelle est la réponse. Je l'ai remerciée de m'avoir contacté et je lui ai dit que j'allais bien et que si elle voulait avoir le tableau complet, elle était libre de demander à Sandra Park, dont j'ai fourni le numéro. Dana n'a jamais appelé. Sandra. Je n'ai plus jamais entendu parler de Dana. L'autre ami qui a appelé était un homme nommé Terence, quelqu'un qui avait été proche de nous deux, quelqu'un que j'avais sincèrement apprécié, qui était venu à notre pendaison de crémaillère et à nos dîners d'anniversaire, et qui m'a appelé depuis sa voiture pour me dire sans préambule, je savais que quelque chose n'allait pas et j'aurais dû te dire quelque chose il y a longtemps, et je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Il n'a pas donné de détails. Je n'en ai pas demandé. Je lui ai dit que j'appréciais son appel. Je le pensais. Marcus, entre-temps, avait continué à creuser. Ce qu'il a trouvé dans la deuxième phase de son analyse était quelque chose que ni Sandra ni moi n'avions anticipé dans toute son ampleur. Derek n'avait pas un seul compte caché, mais 3. Le compte professionnel principal de Harmon Property que nous connaissions déjà, un deuxième compte sous une LLC liée, Harmon Development Partners,
enregistré en 2021 dans le Delaware, qui avait reçu des transferts totalisant 63 000 $ supplémentaires sur 3 ans, et un troisième compte, un compte chèque personnel au nom de Derek seul dans une coopérative de crédit où nous n'avions aucun compte joint, qui détenait au moment de la découverte 18 000 $ de fonds que l'analyse de Marcus pouvait retracer partiellement jusqu'à 2. L'argent qui aurait dû faire partie de notre épargne commune. Le chiffre total, selon le décompte final de Marcus, s'élevait à 412 000 $ de biens matrimoniaux que Derek avait soit déplacés, soit dissimulés, soit mélangés à des comptes personnels de manière à les rendre difficiles à tracer. C'était de l'argent de notre épargne commune, de mon revenu déposé sur des comptes joints, de la plus-value que nous avions bâtie dans notre précédente maison de location, et convertie en épargne, de décisions financières que j'avais prises de bonne foi en tant que partenaire dans ce que je croyais être une vie partagée. 412 000 $. Je veux que vous entendiez ce chiffre clairement. Pas une erreur d'arrondi, pas un malentendu sur le destinataire de la facture de jardinage. 412 000 $ d'une vie que j'avais construite aux côtés de quelqu'un qui avait discrètement démantelé ma part pendant des années. Quand Sandra a présenté cela au tribunal lors de la procédure de divulgation financière forcée, l'avocat de Derek a déposé une objection, remettant en cause la méthodologie de Marcus. Sandra l'avait anticipé. Marcus a témoigné lors d'une déposition pendant 6 heures. L'objection a été rejetée. Le tribunal a accepté l'analyse de Marcus comme crédible et a ordonné une divulgation financière complète de la part de Derek, incluant tous ses comptes, toutes ses entités commerciales, tous ses intérêts immobiliers, nationaux ou autres. Le « ou autre », c'est là que Patricia est intervenue. Il est apparu lors de l'enquête que Patricia n'avait pas seulement coacheté la propriété de Stone Mountain. Elle avait été, pendant les 3 années précédentes, l'agent officiel enregistré pour 2 des 3 entités cachées de Derek. Ce n'était pas une proximité fortuite. C'était une participation active. Elle avait signé des documents. Elle avait assisté à la clôture de la vente. Elle avait, dans un échange d'emails que le propre compte de Derek a produit lors de la procédure. Un échange dans lequel elle et Derek discutaient en termes non équivoques de l'importance de garder la propriété hors de mon nom écrit, Claire est intelligente, mais elle te fait trop confiance. Assure-toi juste qu'elle n'est jamais de raison d'aller chercher. Cette phrase a été versée au dossier du tribunal. Je l'ai lue pour la première fois dans le bureau de Sandra, sur une page imprimée dans une pile de documents. Je l'ai lue et je suis resté assise un long moment. Patricia avait raison sur le fait que j'étais intelligente. Elle avait tort pour le reste. L'action civile contre Patricia a été déposée en décembre. Sandra l'avait évaluée pendant 6 semaines avant de la déposer, soigneusement. Spécifiquement, avec la précision qui caractérisait tout ce qu'elle faisait, et les griefs incluaient le complot civil, l'enrichissement sans cause et le transfert frauduleux. L'allégation spécifique était que Patricia avait sciemment participé à un stratagème visant à dissimuler des biens matrimoniaux et en avait personnellement bénéficié via sa copropriété d'un bien acheté, au moins en partie, avec des fonds appartenant au patrimoine conjugal. Patricia, qui ne m'avait jamais montré, en 9 ans de connaissance, autre chose qu'un contrôle mesuré, a réagi au dépôt de plainte en appelant le portable de Derek 17 fois en un seul après-midi. Je le sais parce que les relevés téléphoniques de Derek faisaient partie de la procédure et que Sandra a noté ce schéma avec une sécheresse professionnelle qui contenait, je l'ai compris, une satisfaction significative. L'avocat de Derek a tenté une dernière négociation avant que le règlement du divorce ne soit finalisé. Il a appelé Sandra et a proposé que Derek accepte de restituer 60% des actifs matrimoniaux identifiés en échange de l'abandon des poursuites civiles contre Patricia et d'un accord de confidentialité mutuelle. Sandra m'a présenté cela dans son bureau un mardi matin de janvier. Je suis restée assise, les mains croisées sur la table devant moi, et j'ai dit « non ». Sandra a dit qu'elle s'attendait à cette réponse.
Elle a envoyé le rejet dans l'heure qui a suivi. Ce qui a suivi au cours des 4 mois suivants fut l'effondrement juridique d'un homme qui avait cru pendant 9 ans avoir construit une situation inattaquable. Ce n'était pas le cas. Il avait construit une situation qui semblait inattaquable de l'intérieur. Mais chaque construction de ce type possède la même vulnérabilité fondamentale, elle dépend du fait que la personne qu'elle est censée contenir ne décide jamais de regarder de près. J'avais regardé de près, et une fois que j'avais commencé, je ne m'étais plus arrêté. Le règlement du divorce a été finalisé en mars, 14 mois après avoir trouvé la photographie dans le classeur. Selon le décret final, Derek était tenu de restituer au patrimoine conjugal la totalité des 412 000 $ identifiés dans l'analyse de Marcus, avec les intérêts calculés à partir de la date de la première dissimulation. Il a été tenu de transférer ses parts de la propriété de Stone Mountain à une fiducie en vue de sa vente, les bénéfices devant être répartis équitablement après déduction des fonds matrimoniaux utilisés pour son achat. Ces 3 entités cachées ont été dissoutes par ordre du tribunal, les soldes restants étant distribués conformément au règlement. Il a conservé son entreprise légitime, Harmon Property LLC, et la réputation professionnelle qui l'accompagnait. Bien que cette réputation, comme je vais le décrire, ne soit pas sortie totalement intacte de la procédure. L'affaire civile contre Patricia s'est réglée à l'amiable en avril, 3 semaines après la finalisation du divorce. Les termes du règlement sont confidentiels, ce qui signifie que je ne peux pas vous donner le chiffre exact. Ce que je peux vous dire, c'est que Patricia Harmon a vendu sa maison de Smyrna en Géorgie, où elle vivait depuis 22 ans, dans les 60 jours suivant ce règlement. Je ne sais pas où elle est allée. Je n'ai pas posé la question. Je veux vous parler des conséquences professionnelles car elles étaient réelles. Documentées, par certains aspects, c'était la partie que Derek n'avait pas dû tout anticiper. Derek avait bâti sa réputation dans l'immobilier à Atlanta sur une combinaison de compétences réelles et d'une image cultivée au sein de la communauté. Il faisait partie du conseil d'administration d'une association de quartier. Il était diacre à son église. Il avait des relations professionnelles qui dépendaient dans une mesure significative de la perception qu'il était un homme d'intégrité. Quand la procédure de divorce, et particulièrement les conclusions sur la fraude financière, sont devenues publiques, cette perception s'est fissurée. Pas partout, pas du jour au lendemain, mais de cette façon spécifique et ciblée qui arrive quand les professionnels d'une communauté apprennent qu'un collègue a été reconnu coupable de fraude financière par un tribunal. 2 clients qui avaient retenu les services de Derek pour des projets commerciaux en 2023 n'ont pas renouvelé leur contrat pour 2024. Un troisième, une entreprise dont les dirigeants se trouvaient connaître professionnellement Kesha, m'a contacté directement, non pas pour jubiler ou prendre parti, mais pour demander avec prudence s'il y avait des éléments supplémentaires qu'il devait connaître avant de signer un nouveau contrat avec Harmon Property. Je leur ai dit qu'ils devraient examiner les documents judiciaires publics et se faire leur propre opinion. C'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas signé. Derek n'a pas été détruit. Je veux être précise là-dessus aussi, car je ne suis pas adepte de l'exagération. Il a été diminué. Ses ressources financières ont été substantiellement réduites. Sa position professionnelle a subi une fissure qui ne pouvait être colmatée. Sa vie personnelle, telle qu'elle était après le règlement, était, d'après tous les échos que j'ai reçus, considérablement moins confortable qu'elle ne l'avait été lorsqu'il disposait de mes revenus, de mon crédit et de ma confiance pour fonctionner à côté de ses propres ressources. Il n'était pas en ruine. Il était face à ses conséquences. Et il y a une satisfaction spécifique et méritée à regarder une personne qui a été négligente, avec la vie entière d'un autre, affronter enfin le poids spécifique de ses propres choix. Les conséquences pour Patricia furent, d'une certaine manière, plus totales.
Elle avait construit son identité autour de Derek, autour du fait d'être sa protectrice, sa confidente, sa personne la plus essentielle. Le divorce a exposé son rôle spécifique dans sa tromperie aux yeux de tout leur entourage social commun. La plainte civile, même avant d'être réglée, avait été rapportée en termes généraux dans les dossiers du tribunal, qui sont publics en Géorgie. Les gens de la communauté de l'église de Derek, de l'association de quartier, des cercles où Patricia avait été une figure connue et respectée. Ils avaient tous accès au même registre public. La femme qui avait écrit que j'étais intelligente, mais que je faisais trop confiance n'est pas sortie de l'exposition de ses propres actes avec l'image de quelqu'un de malin. Elle est apparue pour ce qu'elle était, quelqu'un qui avait passé des années à orchestrer une situation conçue pour nuire à une autre personne, qui avait été complice d'une fraude financière et qui avait mal jugé, avec une confiance extraordinaire, les capacités de la personne qu'elle pensait pouvoir manipuler. Sa relation avec Derek, cette relation qu'elle avait placée au centre de tout. Son système gravitationnel, s'est détérioré dans les mois suivant le règlement. Je le sais non pas par Derek, ni par Patricia, mais par Terence, qui m'a dit, lors d'une brève conversation en mai, que Derek avait cessé de répondre au appel de sa mère. Que ce soit par culpabilité, par instinct de conservation ou pour une autre raison, je ne saurais le dire. Je constate que je ne m'en soucie guère. Leur relation n'est plus quelque chose qui a le pouvoir d'affecter ma vie. Maintenant, laissez-moi vous parler de la vie que j'ai bâtie dans l'espace qu'ils ont libéré. J'ai emménagé dans mon propre appartement en janvier pendant que le divorce était encore en cours. C'était un 75 mètres carrés au 4e étage d'un immeuble dans le quartier de Virginia Island, le même quartier où Derek m'avait demandé en mariage 8 ans plus tôt, et que j'avais choisi tout à fait volontairement avec l'intention spécifique de me réapproprier cette géographie. L'appartement avait de grandes fenêtres, une cuisine bien éclairée et des murs qui, pour la première fois en 9 ans, étaient entièrement à moi. Pour y accrocher ce que je voulais. La première nuit où j'y ai dormi, j'ai dormi 9 heures. Je n'avais pas dormi 9 heures consécutives depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir. Je me suis réveillé au son du quartier sous ma fenêtre. Un bus, un chien. L'autoradio de quelqu'un, et je suis resté allongé dans cette lumière matinale. Inconnue. Et j'ai attendu de ressentir la tension familière, l'évaluation instinctive de l'humeur de la maison, ce calibrage que je faisais chaque matin. Sans le savoir depuis des années. Et la tension n'est pas venue. La maison n'avait pas d'humeur. L'appartement était à moi. Et je suis resté là un long moment, juste à savourer le silence. Mon travail avait continué à travers tout cela. C'est une chose que les gens trouvent parfois remarquable quand je raconte l'histoire, que pendant les mois de collecte de preuves, de réunions avec les avocats, de dépôt de dossiers, de déposition et d'une procédure de divorce qui m'obligeait à justifier près d'une décennie de mon histoire financière. J'ai continué à faire mon travail au même niveau que d'habitude. Je ne trouve pas cela remarquable. Ma carrière était l'une des rares choses que Derek n'avait jamais pu toucher. Je l'avais protégée. Même quand je m'effaçais dans toutes les autres directions, parce qu'une partie de moi comprenait que c'était le dernier morceau de moi-même resté intact. Au moment où le divorce fut finalisé, j'avais été promu analyste senior avec une augmentation de salaire et de responsabilité correspondante. Au printemps, 3 mois après le divorce, j'ai lancé un atelier d'éducation financière, une petite chose bénévole et informelle, 2 soirs par mois dans un centre communautaire à Decatur. Des femmes dans des situations financières difficiles apprenant ce que sont les comptes joints et les biens propres, ce que signifie la procédure de divulgation dans un divorce et ce qu'un comptable forensique fait réellement. Je l'ai fait parce que Keisha me l'avait suggéré. Parce que j'avais les connaissances et parce que, pour être direct, j'avais passé 9 ans à voir mon intelligence financière traitée comme hors sujet dans mon propre mariage, et j'en avais fini de laisser cette intelligence se taire.
L'atelier a affiché complet pour sa première session en 4 jours. La liste d'attente pour la deuxième session était plus longue que la liste des participantes pour la première. Ma sœur Renata et moi avons plus parlé l'année suivant le divorce qu'au cours des 5 années précédentes combinées. Mes parents, qui avaient été prudents et inquiets tout du long, ma mère en particulier, avait trouvé la procédure judiciaire effrayante d'une manière que je comprenais, même quand cela me frustrait. Sont venus me voir dans mon nouvel appartement en avril. Et mon père, qui n'est pas un homme de grand discours, s'est tenu dans ma cuisine en regardant la lumière passer par les fenêtres et a dit « C'est à toi ». Et j'ai répondu « Oui ». Et il a hoché la tête. Et cela a suffi. Je veux vous parler d'un matin spécifique en mai, 7 mois après avoir trouvé la photographie. C'était un samedi. Je me suis réveillé à 8h15 sans réveil. Ce que je ne m'étais pas autorisé depuis le début de la vingtaine, quand je pensais que dormir sans réveil était une forme d'irresponsabilité. J'ai préparé du café dans ma propre cuisine, avec une cafetière que j'avais choisie parce qu'elle me plaisait, et non parce que c'était celle que Derek préférait. J'ai emporté ma tasse près de la fenêtre et je me suis assise dans le fauteuil que j'avais acheté dans un vide-maison à Decatur, et j'ai regardé le quartier vivre son samedi matin. Une femme promenant un très grand chien très digne, 2 enfants en trottinette, un homme transportant ce qui semblait être un nombre extraordinaire de livres de bibliothèque. Et je suis resté assise là à boire mon café et j'ai ressenti non pas exactement du soulagement, ni même exactement du bonheur, mais quelque chose de plus calme et de plus durable que l'un ou l'autre, quelque chose qui ressemblait à « je sais qui je suis dans cette pièce, et cette pièce est à moi, et personne ne va me l'enlever. » J'ai 42 ans. La bague que j'ai portée pendant 9 ans est dans une boîte à bijoux que je garde sur l'étagère du haut de mon placard, et je ne la sors pas. Non pas parce qu'elle cause de la douleur. J'ai dépassé le stade où elle fait mal. Mais parce qu'elle appartient à une version de mon histoire qui est terminée, et les choses terminées méritent leur juste place. Je ne suis pas défini par les 9 années que j'ai données à un mariage qui était moins que ce que je méritais. Je suis défini par ce que j'ai fait quand j'ai compris cela. Par le fichier de notes que j'ai commencé avant d'avoir la certitude de ce que je trouverais. Par l'appel que j'ai passé à Kesha dans un parking quand tout était encore théorique et que le risque de me tromper semblait énorme. Par les 412 000 $ que j'ai récupérés avec les intérêts. J'ai appris des choses que j'aurais aimé ne pas avoir à apprendre. J'ai appris que l'amour et l'honnêteté ne sont pas la même chose et que la présence de l'un ne garantit pas la présence de l'autre. J'ai appris qu'une personne peut être intelligente et capable et être quand même victime de gaslighting. Que subir du gaslighting n'est pas une mesure de stupidité mais de confiance. Et que la confiance, bien qu'étant une bonne chose, n'est pas la même chose que la vérification. J'ai appris que la documentation n'est pas de la paranoïa. C'est de la protection. J'ai appris qu'exiger des comptes ne fait pas de vous quelqu'un de difficile. Cela fait de vous quelqu'un qui comprend ce qu'elle vaut. J'ai appris qu'une personne qui couvre la cruauté de quelqu'un d'autre n'est pas une partie neutre. Elle est participante. Patricia Harmon n'a pas tenu l'appel. Mais elle savait où le trou était creusé et elle a apporté ses propres outils. Le fait que le stratagème ait nécessité la participation de son fils ne réduit en rien sa propre responsabilité dans ses propres choix. Elle est la raison pour laquelle la trahison a coupé si profondément. Pas seulement un mari qui a menti, mais une femme avec qui j'avais partagé des tables de fête. Une femme dont je reconnaissais l'écriture, qui m'avait regardé à ces tables et avait choisi, à chaque fois, de protéger sa tromperie plutôt que ma dignité. Elle a payé un prix proportionnel à ses choix. J'en suis satisfaite. J'ai appris que le silence, quand quelqu'un que vous connaissez est trompé, est un choix. Ce n'est pas de la neutralité. Plusieurs personnes qui connaissaient
Des morceaux de ce que Derek et Patricia faisaient, pas le tableau complet. Peut-être, mais assez ont choisi de ne rien me dire. Certaines de ces personnes, je ne les vois plus, non par rage, non comme une punition. Je n'ai tout simplement plus de place dans ma vie pour des relations qui ne peuvent pas supporter l'honnêteté. Mes critères pour les gens qui m'entourent sont plus élevés maintenant. Ils auraient toujours dû l'être. J'ai appris que la décision d'agir n'est pas la même que la décision de se battre. Je ne me suis pas battu pour sortir de là. Je me suis préparé pour en sortir. Il y a une différence qui compte énormément. Se battre est réactif. La préparation est délibérée. Je me suis préparé parce que j'avais compris que j'avais affaire à des gens qui jouaient à ce jeu particulier depuis des années. Et qui croyaient avoir tous les avantages. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que je suis très doué pour lire des documents financiers. Que j'ai une amie qui est avocate. Que j'avais eu la clarté, dans la pire période de ma vie, d'être précise sur ce que je devais faire et dans quel ordre je devais le faire. J'ai gagné non pas parce que j'étais plus en colère qu'eux, mais parce que j'étais plus organisé. La maison de Decatur, la maison de 130 mètres carrés avec l'érable du Japon qui prend des couleurs extraordinaires à l'automne, la maison qui était censée être le début d'un nouveau chapitre pour Derek et moi, et peut-être dans la vision de Patricia pour eux trois, a été vendue dans le cadre du règlement du divorce en février. J'ai reçu ma part équitable du produit de la vente. Je ne passe pas devant en voiture, non pas parce que cela fait mal de la regarder, mais parce qu'elle est derrière moi, et que j'ai maintenant l'habitude de regarder vers l'avant. Ce matin d'octobre, quand j'ai trouvé la photographie, quand je me suis tenu dans ma cuisine avec un morceau de papier de la taille de la paume de ma main et que j'ai senti tout se clarifier, cette femme attendait depuis longtemps de devenir celle qu'elle est devenue dans les mois qui ont suivi. Elle attendait à travers 9 ans de petites concessions et de confiance commode, et de matin calibré sur l'humeur de quelqu'un d'autre. Elle attendait de recevoir la preuve dont elle avait besoin pour faire à nouveau confiance à sa propre perception. Quand la preuve est arrivée, elle était prête. Elle était, d'une certaine manière essentielle, déjà prête. Si vous regardez ceci et que quelque chose dans cette histoire a touché une corde sensible. Si à n'importe quel moment vous vous êtes dit, je connais ce sentiment. Je sais ce que c'est de remarquer quelque chose et qu'on essaie de vous persuader que vous n'avez rien vu. Je sais ce qu'il en coûte de continuer à porter un poids que personne d'autre ne voit. Alors laissez votre commentaire ci-dessous, dites-moi d'où vous regardez et quelle partie de ceci vous a parlé. Vous n'imaginez pas ce que vous savez. Vos instincts sont des informations. La chose que vous ne cessez de justifier est toujours là, même après vos explications. La documentation est un pouvoir, pas une vengeance. Un pouvoir. Les preuves ne sont pas une trahison de l'amour. C'est une protection de vous-même. Et vous avez le droit de vous protéger. Si vous connaissez quelqu'un en ce moment qui trouve des excuses à une personne qui a cessé de les mériter il y a longtemps, partagez cette vidéo. Pas parce que la fin était heureuse exactement, mais parce qu'elle était réelle. Parce qu'elle a été construite pièce par une femme qui a décidé que la vérité valait plus que le confort de l'ignorance. Laissez un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche de notification. Ici, nous racontons des histoires de femmes qui ont décidé que la clarté valait le prix à payer, que la justice est quelque chose que l'on construit plutôt que quelque chose que l'on attend, que la vie de l'autre côté de la vérité est la vôtre et que personne d'autre ne peut la vivre à votre place. Et rappelez-vous, vous ne devez le silence à personne sur ce qu'on vous a fait. Ni pour protéger leur réputation, ni pour protéger leur confort, ni pour maintenir une paix qui n'a jamais été la paix, juste une performance. La vérité est à vous. C'est vous qui décidez de ce que vous en faites. Je vous embrasse fort. Et souvenez-vous, la femme qui fait confiance à ça
propre perception, se prépare en silence et agit quand elle est prête. 7. Femme la gagne.